Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 et en version vidéo sur nos médias. Ici Guillaume Laurin, directeur général, co-animateur aujourd'hui de cette nouvelle rencontre Droit de réponse 105.1 dans le cadre de nos émissions de débat, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, avec aujourd'hui un beau sujet qui concerne l'immigration avant tout au Canada, le Canada terre d'immigration. C'est la question que l'on va poser avec nos experts aujourd'hui, mais on partira également tout autour du monde avec des invités qui se trouvent en présentiel aujourd'hui, notamment à Montréal et en France, à Paris et à Lyon. J'ai le plaisir donc de co-animer cette rencontre avec notre journaliste Nathalie Salmeron. Nathalie qui va donc donner la parole à nos intervenants, à commencer par notre correspondant fidèle, le professeur Norman Cornette, qui se trouve actuellement à Paris. On aura donc le plaisir de le retrouver, qui a bien voulu organiser cette belle rencontre sur le thème immigration, islam et valeurs occidentales. On va tenter de définir ces termes et peut-être d'en démystifier certains enjeux. Autour de cette table virtuelle également, on retrouvera le professeur honoraire de l'Université de Lyon, Chérif Ferjani, qui sera donc un de nos invités experts pour débattre de ces questions combien brûlantes d'actualité. Également avec nous, Monsieur Harit Al-Dabag, professeur agrégé de la faculté de droit de Montréal sur les questions de droit et de religion. Et puis, nous avons enfin le plaisir d'accueillir Monsieur Issa Midris, enseignant à Paris 5 en psychologie transculturelle. Madame et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Choc FM. Merci pour l'invitation. Merci à vous, merci d'avoir répondu présent pour droit de réponse. Professeur Cornette, peut-être pour commencer, voulez-vous engager cette rencontre que vous voulez créer sous le thème dialogique pour les auditeurs qui ne se rappellent pas ou qui ne connaîtraient pas votre approche dialogique? Voulez-vous peut-être préciser ce que vous entendez par là en quelques termes, en quelques mots? Oui, volontiers. D'abord, il y a 35 ans, j'ai créé l'approche dialogique aux religions en tant que spécialiste en sciences des religions, parce que je me suis rendu compte que bien souvent, il s'agit d'un dialogue des sourds, donc il nous importe d'être à l'écoute de l'autre, et voilà, et aussi, dirais-je, que cette approche dialogique est foncièrement transdisciplinaire. Et c'est donc la raison que j'ai invité des collègues de disciplines différentes et j'aimerais bien, pour donner un contexte et lancer cette entrevue dialogique collective, vous ramener tout le monde au début des années 70, au tout début. D'ailleurs, à Toronto, à Montréal, à Vancouver, au Canada, il y avait, suite à la guerre au Vietnam, des milliers et des milliers de réfugiés vietnamiens. Et on avait une possibilité de parrainer les Vietnamiens au Canada, de les accueillir, de les parrainer, leur trouver une résidence, trouver un emploi, leur situer dans un contexte canadien. Eh bien, et il y avait des églises qui pouvaient parrainer des familles complètes. Or, et là, je parle en connaissance de cause, puisque je connaissais cette église et je connaissais cette famille vietnamienne. Or, à l'époque, on est en 72, une église évangélique francophone, je tiens à souligner, parce qu'à l'époque, des églises évangéliques francophones étaient rares. Ce n'est plus le cas à cause du pentecôtisme. Et d'ailleurs, c'est la branche du christianisme qui accuse le taux de croissance le plus haut dans tout le Canada, que ce soit Toronto, que ce soit Montréal ou Vancouver. Or, c'était le bonheur de recevoir cette famille réfugiée
du Vietnam qui avaient passé des années, n'est-ce pas, dans les bateaux, d'où l'expression boat people, les gens du bateau. Et cette famille s'est installée et tout allait bien pendant la première année, mais au bout de la première année, la femme vietnamienne est venue voir les responsables de l'Église évangélique francophone. Elle cherchait leurs conseils parce qu'elle était enceinte et elle voulait un avortement. Or, vous comprenez bien que pour elle et pour son mari, puis ils avaient 2 enfants déjà, si ma mémoire est bonne, la famille était close. Et l'avortement, c'était l'alternative normale, logique, rationnelle. Mais aux yeux des responsables de l'Église évangélique francophone, eh bien là, c'était vraiment, ça allait au cœur des valeurs occidentales, chrétiennes, évangéliques. Et vous comprenez bien, il y avait dans toute l'Église, parce que tout le monde avait contribué de l'argent pour faire venir la famille, pour trouver un logement, pour qu'ils apprennent le français, pour qu'ils aient un emploi et pour que les enfants soient placés dans les écoles francophones. Puis ils parlaient à peine le français, mais vraiment à peine, et encore moins l'anglais. Et donc, c'était la consternation dans cette église évangélique francophone. Nous, on veut les aider, mais comment faire quand ils nous demandent d'aller à l'encontre des principes de base de notre foi évangélique, chrétienne, occidentale? Et pourquoi je pose cela? Parce que je veux démystifier. Quand on parle de l'immigration, l'islam et les valeurs occidentales, il faut avoir une perspective large. Je le dis d'autant plus, messieurs, dames, parce que moi-même, je suis américain et mon État natal, le Texas, était parmi les premiers États à restreindre fortement le droit l'accès à l'avortement. Donc, ce qui semble être contre-courant, le droit des femmes, le droit à l'avortement. Et je le souligne d'autant plus. Pourquoi est-ce que ça se fait? À cause des évangéliques américains. Entre autres, le sénateur Ted Cruz, qui lui est un évangélique, et ne pensons jamais que les chefs politiques évangéliques aux États-Unis n'ont pas de formation intellectuelle. Il est, lui, un ancien de Yale University Law School. Il a terminé ses études en droit avec les meilleures notes. Alors, vous voyez qu'il y a là maintenant tout un mouvement évangélique pour restreindre le droit à l'avortement, donc le droit des femmes aux États-Unis. Et c'est donc ce que je veux. Et de plus, eux, ce n'est pas seulement des paroles, ils passent aux actes. Il y a maintenant des lois. On va légiférer État par État pour restreindre, pour empêcher le droit à l'avortement. Et aux yeux du mouvement féministe, c'est empêcher les droits de la femme. Et je le mentionne pour faire le pont avec deux de nos invités. D'abord, le professeur Al-Dabag, puisqu'il est spécialiste en droit à l'Université de Montréal et le droit comparatif. Et je le mentionne aussi suite à une conversation fascinante avec le professeur Issam Idriss, qui est à la faculté de médecine et qui a une formation de médecin. Et comme il m'avait dévoilé son expérience personnelle comme étudiant en médecine, quand on lui a demandé de participer, d'apprendre comment faire un avortement comme étudiant en médecine. Alors, je vais demander d'abord au professeur Idriss d'enchaîner et ensuite au professeur
d'Abad, et puis ça sera ouvert à tout le monde. Dans la continuité, effectivement, il s'agissait des sujets assez complexes, s'agissant effectivement à la fois des actes qui engagent nos pratiques à la fois au début de la vie, mais aussi à la fin de la vie. Les questions pas seulement de l'avortement, mais aussi la question de l'euthanasie, et par rapport au droit de tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui droit de mourir de la dignité, telle qu'on l'a définie de manière profane. Et donc, moi, la question que j'en pose, c'est par rapport à cette confrontation entre les valeurs dites occidentales, des sociétés modernes, et les valeurs des personnes qui viennent d'autres univers culturels, qui viennent d'Afrique, d'Asie ou d'autres. Et en fait, je suis dans un service où on doit accueillir effectivement des personnes qui viennent d'ailleurs pour pouvoir s'installer et cheminer dans les sociétés occidentales, en particulier en France. Et donc la difficulté vient du fait qu'on a des choses qui sont banales, dites ici, et qui sont d'une extrême gravité ailleurs, et des choses qui sont banales là-bas, qui sont gravissimes ici. Et justement, ce sont dans ces deux, la confrontation avec des choses comme ça, des croyances et des principes et des valeurs qui sont parfois diamétralement opposées, ça nécessite, comme nous le faisons dans notre service de psychobato à l'hôpital Cochin et à l'hôpital Avicenne de Paris, de Bobigny, on essaye de créer en fait un espace intermédiaire dans lequel ces deux choses qui sont parfois diamétralement opposées peuvent se dynamiser mutuellement pour aboutir à une nouvelle chose qui n'existe pas dans les pays d'accueil et même non plus dans le pays d'origine. Et c'est ça le travail, effectivement, qu'on appelle dans la dynamique de rencontres inter- ou transculturelles par rapport à ce qu'on pourrait appeler des choses évidentes ici qui ne sont pas du tout évidentes ailleurs et vice-versa. Et c'est dans cette perspective-là, moi, j'avais passé cette expérience, effectivement, quand j'étais jeune apprenti, et effectivement, j'étais confronté à ces pratiques qui étaient légalisées ici, alors que là où j'ai vu le jour, où j'ai grandi, où j'ai appris le métier, on n'avait pas ces pratiques qui sont inconcevables par le simple fait que la vie, à partir d'une conception religieuse, est sacrée et dès qu'elle commence, donc la vie commence avec la fécondation, la rencontre de l'altérité paternelle et maternelle. Dès qu'il y a fécondation, c'est la vie qu'on commence. À partir de là, personne ne peut intervenir que le créateur de la vie, dont ma croyance, c'est Allah. À partir de là, effectivement, c'est une conception religieuse communautaire de la vie telle qu'elle a été transmise. Alors, quand on est dans une société, il ne faut quand même pas confondre société avec communauté. La société, c'est séculière, c'est profane, aucune société n'a une religion. Et tout le problème qu'on a aujourd'hui, la société est fondamentalement religieuse. Et le problème gravissime qu'on a aujourd'hui, sur lequel le défi de l'intelligence humaine doit s'éprouver, c'est que doit-on faire de nos héritages religieux dans une société, dans des sociétés religieuses? Et je crois que c'est ça. On a on a du pain sur la planche pour ces questions-là, parce que ça implique effectivement de revenir sur énormément de choses qui ne sont pas du tout encore traitées, et on traite des choses de l'écorce, en fait, sur le plan politique, sur le plan existentiel. Mais nous, on travaille sur ces questions parce qu'on est sur un plan thérapeutique et on a parfois les limites entre la vie et la mort. D'où nos dispositifs effectivement transculturels pour trouver toujours des issues, des solutions salutaires permettant effectivement d'être dans la vie et pas dans la survie. Merci, professeur Midris. On est vraiment rentré, je crois, dans le cœur du débat. Vous avez évoqué des manières de concilier, en effet, différents types de valeurs issues des valeurs dites occidentales, confrontées à celles de différentes populations immigrantes, des valeurs qui prennent leurs racines bien souvent, en effet, dans les religions. Du point de vue du droit maintenant, justement, professeur Al-Dabakh, comment
concilier, comment faire rentrer, comment faire comprendre ces différentes valeurs, des valeurs qui sont apportées par des immigrants dans certains pays, comme ici au Canada. Comment est-ce qu'on adapte le droit? Comment est-ce que l'on fait en sorte que les gens puissent continuer de vivre selon un certain nombre de leurs racines culturelles et religieuses, tout en s'adaptant au pays dans lequel ils se trouvent. Est-ce que quelqu'un voudrait enchaîner Alors, sur ça? on va inviter le professeur Ferjani. Il est devant moi. Bien. Eh bien, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie le professeur Norman Cornette qui me sollicite souvent pour des débats. Je ne réponds pas toujours présent parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc moi j'aimerais partir un peu à la fois de l'intitulé de l'émission, Immigration, Islam et valeurs occidentales, et nouer avec ce que viennent de nous dire Monsieur Issam et le professeur Cornette. Alors, l'immigration, c'est quoi? Ce n'est pas un phénomène nouveau. De tout temps, depuis la nuit des temps, les humains ont eu tendance, légitimement tendance, à quitter les endroits où il est difficile de vivre pour aller vers les endroits où ils espèrent mieux vivre. Ce mouvement a donné la souche de ce que vous appelez les populations occidentales. On les appelle les Indo-Européens. Pourquoi on les appelle les Indo-Européens? Lors des grandes glaciations en Asie centrale, les populations de ces régions ont immigré les unes vers les plaines de l'Indus et les autres vers l'ouest. Et les populations qui ont donné la culture, la civilisation, les peuples de l'Indus et la civilisation hindouiste, indienne, et qui ont donné les civilisations en Europe, sont appelées civilisations indo-européennes par référence à cette origine commune liée à l'immigration. Et ce mouvement est légitime en ce sens où tout être humain a le droit de chercher à aller là où il espère mieux vivre. Aujourd'hui, les victimes des guerres, des purifications ethniques, des guerres de religion, des guerres politiques, de la famine, de la mondialisation néolibérale qui jette sur le carreau des millions de personnes, c'est légitime qu'ils cherchent à aller là où ils espèrent mieux vivre, d'autant plus que ce qui commande aujourd'hui officiellement la mondialisation, la libre circulation des capitaux et des marchandises qui font que les richesses de la planète s'accumulent à un pôle et l'explosion démographique à l'autre pôle avec la misère, avec la guerre, avec les guerres, la famine, les purifications ethniques, etc. Donc, c'est légitime que les humains suivent le mouvement des richesses qui engendre cette bizarre polarisation où nous avons l'humanité, l'écrasante majorité de l'humanité à un pôle et les grandes richesses de la planète à un autre pôle, du fait de cette libre circulation des capitaux et des marchandises. Donc ça, c'est ça l'immigration. Les phénomènes migratoires sont liés à ce besoin vital d'aller vivre là où on espère mieux vivre. Et il n'y a pas plus légitime que cela. Et c'est au cœur des droits humains, le droit de vivre. L'islam, maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle islam? Est-ce qu'on peut parler d'un islam monolithique qui est le même partout et même à l'intérieur d'un même pays, chez des intégristes, chez des djihadistes ou chez des humanistes? Est-ce que l'islam de Ben Laden, et je parle à mes deux collègues qui sont d'origine soudanaise et d'origine irakienne, l'islam de Mohamed Abdou,
des réformateurs qui étaient humanistes bien avant Vatican II, qui a concilié les droits humains avec le catholicisme, qu'on appelle aujourd'hui les valeurs occidentales. Vous avez des réformistes qui ont plaidé pour la conciliation des droits humains depuis la fin du 19e siècle, avec donc leurs valeurs religieuses. Le Soudanais Mohamed Mahmoud Taha, condamné par des islamistes et exécuté comme apostat, alors qu'il est théologien, imam, comme eux. Pourquoi? Parce qu'il a dit que pour lui, le message de l'islam n'est pas incompatible avec les droits humains, avec l'égalité entre hommes et femmes, entre ceux que vous appelez les valeurs occidentales, et lui, il les revendique comme des valeurs de l'islam, les valeurs fondamentales de l'islam. Est-ce que je peux dire que l'islam du wahhabisme en Arabie Saoudite, de Khomeini en Iran, de Ben Laden est exactement le même que celui de Mohamed Mahmoud Taha, et Mohamed Mahmoud Taha n'est qu'une voix parmi d'autres. Beaucoup de musulmans se reconnaissent dans le discours de Mahmoud Mohamed Taha. Donc là, la question de l'islam, pour moi, de quel islam s'agit-il? Aux valeurs occidentales. Le professeur Cornette vient nous dire que des églises évangéliques considèrent que l'avortement est contraire aux valeurs fondamentales de l'Occident qu'il identifie à la conception de l'évangélisme politique. Et l'expression est du professeur Norman Cornette, l'évangélisme politique. Moi, je parle de l'islam politique, comme d'autres parlaient du christianisme politique, et le professeur Cornette parle à raison d'un évangélisme politique qui est contre l'avortement, contre les droits humains, contre l'égalité entre les peuples et les cultures. Où sont les valeurs occidentales? Est-ce que les valeurs occidentales sont celles que défend Trump, les néoconservateurs, l'évangélisme politique, les intégristes? Paludan, aujourd'hui, en Suède et en Norvège, Éric Zemmour, aujourd'hui en France, ce qu'on appelle les suprématistes blancs et les droites identitaires. Est-ce que c'est ça les valeurs de l'Occident? Je vous le dis tout de suite. Si c'est ça les valeurs de l'Occident, je vis en Occident, je les combats. Je suis contre. Et heureusement que je ne suis pas seul à les combattre. Je suis très content de rencontrer beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Européens, beaucoup de Français qui sont plus de mon côté à moi qui combattent. C'est ce que présente Zemmour, ce que présentent les droites identitaires comme étant les valeurs de l'Occident menacées par l'islam et par le grand remplacement qui est lié à l'immigration. Je dis cela, moi je suis contre. Je ne me reconnais pas dans cet Occident-là. Et je suis très content que beaucoup d'Occidentaux ne se reconnaissent pas dans cette identité de l'Occident. Donc, il faut relativiser les choses. Ce qui est incompatible avec... Moi, je préfère poser les problèmes en termes de valeurs humanistes universelles qui ont leur adepte partout où il y a des humains qui aspirent à la liberté, à l'égalité, à la dignité, contre ceux qui veulent rabaisser l'humain et enfermer les sociétés humaines dans des identités meurtrières. Voilà, donc je préfère donc poser les problèmes en ces termes-là. Pour moi, l'immigration est un droit légitime. L'Occident n'est pas monolithique et l'islam n'est pas monolithique. Merci beaucoup, professeur Ferjani. Très riche intervention. On a eu quelques petites coupures techniques, mais je pense qu'on a l'essentiel et vous avez parlé de plusieurs points très intéressants sur lesquels j'aimerais revenir. Vous avez évoqué cette mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, une guerre entre la Russie et l'Ukraine crée un marasme économique à travers le monde et met sur le carreau effectivement un certain nombre de personnes et on voit des migrants ukrainiens sur les routes et à travers l'Europe et jusque chez nous au Canada, à travers le monde en tout cas, créer des grandes transformations comme cela.
Vous avez évoqué également ces replis nationalistes que l'on observe et chez nous sur le continent nord-américain et dans la vieille Europe et à travers de nombreux pays à travers le monde. Vous avez évoqué Éric Zemmour et Marine Le Pen en France, mais il y en a d'autres évidemment. À l'heure où on observe ces replis identitaires d'un côté et parfois des replis communautaires, communautaristes d'un autre côté, je pense qu'on va avoir du grain à moudre là sur ces questions-là pour savoir comment apprendre à vivre ensemble de manière universelle, universaliste, avec des valeurs différentes, avec des racines culturelles, avec des religions différentes. Et justement, je vais reposer la question au professeur Aldabak qui nous a rejoint de nouveau sur un plan plus juridique maintenant, de savoir peut-être comment concilier ou comment est-ce que l'on concilie à l'heure actuelle ces droits des nouveaux arrivants avec leur propre bagage culturel, leurs propres racines et des choses qui peuvent être légales d'un côté et ne le sont pas d'un autre. Comment est-ce que l'on fait, professeur Dabag? Donc, toute démarche d'immigration, c'est une démarche de déracinement et d'enracinement. C'est-à-dire, on vient dans une société d'accueil on vient s'intégrer dans une société d'accueil, mais on a aussi des valeurs qui relèvent en fait de notre environnement d'origine. Ça, c'est clair. Donc, il y a un bagage culturel, identitaire de la personne qui choisit, en fait, parfois il ne choisit pas, parfois c'est aussi une question de fuir la terre d'origine pour venir en fait s'intégrer dans la société d'accueil. Donc, la chose, c'est qu'il faut faire une démarche de deux côtés, c'est-à-dire de la société d'accueil vers la personne et de la personne elle-même vers cette société et d'arriver au juste milieu. C'est la question en fait de la gestion de la diversité, de la gestion de faits religieux parfois. Les juristes travaillent beaucoup en fait sur ces thèmes-là. Il y a le concept de vivre ensemble, même si ce concept n'est pas vraiment un concept juridique, mais aussi ça définit un socle minimal de la vie en société, en tant qu'être humain. Comment en fait agir pour respecter les droits d'autrui, pour s'épanouir personnellement, pour avoir aussi ses droits, que ce soit à la liberté, à l'éducation, à l'association, mais aussi de respecter les droits collectifs et les droits d'autrui. Donc, toutes les sociétés occidentales sont confrontées d'une manière ou d'une autre à ces problèmes. Parfois, on dit des problèmes liés à l'immigration, mais je mets ça entre guillemets, mais ce n'est pas des problèmes spécifiques à l'immigration. Il se peut aussi qu'il y a des particularités au sein même de la société d'accueil. Et on sait ici, par exemple, il y a des communautés religieuses qui sont pas des communautés issues de l'immigration, qui sont donc nationales ou des gens qui sont d'ici et qui ont en fait certaines particularités et qui revendiquent, qui font des demandes d'accommodement religieux. Et qui, donc, ces demandes-là sont aussi sur le même fil ou sur la même logique que les demandes qui sont formulées parfois par des personnes issues de l'immigration au niveau en fait de respect de certaines valeurs ou de certaines revendications qu'ils peuvent en fait formuler. Et donc, il y a un exercice de proportionnalité. Les juges, c'est toujours de sous-peser en fait les droits mais ne jamais faire une hiérarchie des droits fondamentaux, mais toujours d'être dans je dirais, une appréciation concrète de chaque situation. Qu'est-ce que cela implique? Est-ce que c'est, par exemple, une demande qui est fondée sur la liberté de religion, sur la liberté de pensée ou de conscience? De l'autre côté, est-ce que cela pourrait aller à l'encontre de la sécurité publique, de la santé, des droits d'autrui? Donc, il y a une manière ici
pour sous-peser en fait les droits et libertés et d'arriver à une solution qui à la fois juste et équitable. Mais j'aimerais faire le pont entre ce que disaient les trois invités. D'abord, merci au professeur Ferjani de nous rappeler qu'il faut éviter de généraliser, que ce soit le cas dans le cas de l'islam ou dans le cas des valeurs occidentales, mais de savoir faire la part des choses. J'apprécie. Et aussi la distinction que fait le professeur Issam Idriss entre société qui ne provient pas de religion et qui est même sans religion pour autant, et la communauté d'où jaillit là les religions. Donc la religion est par le fait même un phénomène communautaire collectif. Or, je viens à ce que vient de dire le professeur Al-Dabba, et d'autant plus que j'ai fait le doctorat sur les rapports entre religion, culture et politique dans l'histoire du Canada français et sa transition vers le Québec moderne. Bien souvent, on va entendre que le reste du Canada, le gouvernement fédéral, brime le collectif, le Québec en tant que collectivité. Mais aussi, quand on regarde, il y a des communautés musulmanes. Dans quelle mesure, et on est très au courant, n'est-ce pas, que le maire de Toronto, John Tory, s'est levé contre la loi 21, la loi de la laïcité, alors qu'il est maire de Toronto. Et par la suite, d'autres maires de l'Ontario se sont levés contre la loi 21 parce que là, on brimait la communauté, que la communauté soit juive, que la communauté soit musulmane. Donc, il y a là comme ce que je dirais une tension dynamique entre société et communauté. Et j'invite le professeur Al-Dabba à répondre là-dessus parce que vous parliez justement. Et que disait l'ancien Premier ministre du Canada que j'ai eu le plaisir de rencontrer, Joe Clark? Quelle est sa définition du Canada? Eh bien, le Canada, c'est une communauté des communautés. Oui, c'est la définition du multiculturalisme. C'est la définition du multiculturalisme, c'est-à-dire que le multiculturalisme canadien laisse s'épanouir, en fait, reconnaît l'existence de différentes cultures, contrairement à la France où la nation est seule et indivisible, la nation française, théoriquement. Donc, on reconnaît l'existence d'une seule nation française. Ici, on reconnaît en fait l'existence de plusieurs particularités culturelles et des communautés culturelles. Et donc, ça, c'est que chaque communauté, chaque personne peut s'épanouir dans le collectif qui est l'ensemble en fait de territoire canadien. Donc, la question de la laïcité, en fait, est-ce que vous revenez là, et le port de signes religieux, c'est vraiment une question qui ce qui fait un débat très, très, très vif partout. Mais est-ce que la laïcité implique, en tant que telle, d'abord, il faut définir c'est quoi la laïcité, et deuxièmement, il faut définir c'est quoi un signe religieux. Ça peut être tout simplement une manifestation culturelle, le port de voile, par exemple. Les raisons pour ça, ça diffère d'une femme à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, le réduire juste à sa dimension religieuse, ça, il me semble, c'est très, très réducteur, cet aspect-là. La laïcité, c'est la laïcité de l'État. Les individus sont libres. Donc, la société peut être une société des gens qui croient, des pratiquants, mais l'État est laïque. Et donc,
un concept qui s'applique à l'État et non pas aux individus, vous voyez. Et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a eu l'occasion de préciser dans ses communications, observations, qu'un État peut bien choisir une culture laïque, c'est ça l'expression qu'il utilise, une culture de laïcité, mais ça, sans avoir de conséquences sur le port des signes religieux. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la laïcité, la question en fait d'autoriser ou d'interdire ou de restreindre le port de signes religieux. C'est pour ça que j'étais d'accord avec, par exemple, les commissions, parce que vous avez fait référence peut-être avant d'être en onde, Bouchard-Taylor, par rapport à cette approche ce qu'on appelle ici la neutralité religieuse de l'État, parce que le terme laïcité ne figure nulle part dans les textes fondamentaux canadiens, à part la loi québécoise qui pour la première fois dans l'histoire du pays, introduit le terme laïcité. Le terme ne figure pas dans les textes fondamentaux canadiens. Et donc, le seul terme qui est utilisé, et c'est plus la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, c'est la neutralité religieuse de l'État. Ce qui est la base même, moi, je crois, de la laïcité, mais ça diffère de la laïcité peut-être à la française, qui est une laïcité de combat ou une laïcité militante, ou je ne sais pas comment qualificatif, parfois on donne beaucoup de qualificatifs à cette laïcité, mais ce n'est pas une laïcité dans le sens de l'athéisme ou le sens en fait d'une laïcité anti-cléricale ou anti-religion en général. Et donc, ça n'a pas d'implication, j'allais dire, sur le port des signes religieux, à moins de voir que l'État laïque, la neutralité religieuse implique que les gens qui représentent l'autorité peut-être doivent s'abstenir à porter des signes parce que c'est l'État, l'émanation de l'État. Il faut les définir. C'est qui ces gens-là? Et à mon avis, ce n'est pas un professeur qui donne un cours, quel que soit, qui représente dans sa classe l'autorité de l'État. Professeur Ferjani, vous vouliez intervenir? Oui, professeur Cornette, le professeur Ferjani a levé la main virtuelle. Ah d'accord, pardonnez-moi. Non, c'est juste pour apporter une petite précision. Dans le débat électoral français récemment, Marine Le Pen veut interdire les signes religieux. Macron, chef de l'État et qui a été élu, lui répond que l'État ne peut pas interdire les signes religieux. Donc, la France n'est pas ce qu'on présente souvent comme étant la laïcité qui équivaut à l'athéisme d'État et l'anti-religion. Très important de rappeler que les principes de référence pour la laïcité en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 11, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. 2, la loi de 1905 qui dit la République assure la liberté de conscience et garantit la liberté de culte. Et pour mieux les assurer pour tout le monde, il y a la séparation entre l'Église et l'État pour que tout le monde soit traité de la même façon. C'est-à-dire qu'on assure la liberté de conscience pour tout le monde et la liberté de culte. Bien sûr, selon les circonstances, il y a des crispations identitaires, aussi bien de la part du pouvoir que de la part des communautés. Il y a des crispations identitaires qui font que parfois on assiste à des surenchères identitaires de part et d'autre qui font apparaître des interprétations de la laïcité un peu à la Émile Combes ou ceux qui veulent l'interprétation de la laïcité de la Première République qui interdit les églises, les congrégations, l'enseignement religieux. Ce n'est pas le cas de la République, la loi de 1905 qui est venue apaiser cette guerre des deux France. Donc, c'est très important de relativiser cela. Et si vous voyez un peu le statut
des cultes en Alsace-Moselle et dans le reste de l'Hexagone, le statut du culte en Guyane ou dans les îles Comores ou dans d'autres pays, il y a des adaptations liées à cet esprit d'apaisement et de recherche. Faire que la laïcité ne soit pas un principe de conflit, d'exclusion, mais un principe d'intégration et de paix sociale. Mais je tiens à souligner, comme je l'ai dit au tout début, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas tendre vers une action politique militante au point de légiférer selon les valeurs religieuses qu'on tient. Et je donne encore, comme Américain, comme Texan, l'exemple de tout le mouvement évangéliste dont les chefs proviennent des grandes écoles américaines et qui font très exprès de légiférer au point que le droit des femmes, le droit à l'avortement, le droit au point de vue du mariage entre deux personnes du même genre, du même sexe. Alors, les implications sont profondes. Je l'ai dit parce que moi, né en 1950, on était, à l'époque, il fallait faire la part des choses. La religion n'a pas sa place dans l'État américain. Donc, j'étais à l'école primaire quand on nous a interdit de faire la prière, le Notre Père. On nous a interdit de citer la Bible parce que ça, il fallait pas mélanger l'État et la religion. On nous a interdit même de répéter l'aveu envers le drapeau américain parce que ça, c'était la religion civique. Donc, il fallait évacuer la religion de l'État. Mais la pendule va tout à fait dans l'autre sens aux États-Unis maintenant. C'est un mouvement important. Mais il y a une dimension que j'aimerais souligner maintenant, et c'est l'immigration. Qu'on soit à Toronto, une ville multiculturelle, interculturelle, mais vraiment, chaque fois que j'y suis, j'ai l'impression d'être à l'ONU et j'adore ça. Et là, je suis actuellement à Paris et je vois à quel point ici, c'est multiculturel, c'est interculturel. Et quand j'enseignais à Emily Carr University of Art and Design à Vancouver, je me promenais sur les grands boulevards et je me suis rendu compte que j'étais moi la minorité visible parce que la population asiatique, et ça c'est le propre de la réalité canadienne, l'immigration. En pointage, quand on dit qu'on est en Occident, on est des démocraties, et dans une démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Je me demande si on ne devrait pas aller plus loin d'une telle dichotomie entre majorité et minorité, de sorte que cette idée d'être une minorité visible où on est la majorité traditionnelle, la donne à changer. Il y a un changement de paradigme maintenant à Toronto, à Paris, à Vancouver, à Lyon, à Montréal. Donc, je crois qu'il nous faudrait dépasser ce carcan majorité-minorité. Et j'invite le professeur Idriss à répondre. Mais comment se fait-il qu'on n'a pas encore entendu mademoiselle Salmerou? Non, mais je vais laisser la parole au professeur Idriss. Mais j'écoute en fait parce que moi, je viens de Paris. Donc, j'ai immigré au Canada et je suis moi-même de religion musulmane, en fait. Donc, du coup, c'est très enrichissant, en fait, ce que j'entends. Et je m'exprimerai un peu plus tard. Mais j'avoue que je fais l'éponge. J'absorbe tout ce que vous dites et c'est passionnant, en fait. Alors, en fait, professeur Idriss, pour répondre sur la question du multiculturalisme et peut-être embrayer pour aller dans le sens de ce qu'il disait le professeur Cornet et Mohamed Sharif Ferjani, il y a quand même cet état d'énervement qui se manifeste sur le plan politique. C'est ce que nous appelons, nous, l'angoisse
profonde, de l'existentiel. Et donc, ça se manifeste effectivement à travers le plan politique, social, intellectuel et autres, à travers des confusions. Et on a énormément de confusion en Occident, donc une confusion entre les principes et les valeurs. Donc, j'avais fait une intervention il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y avait eu en France une enquête interrogeant les enfants de la deuxième, troisième génération de migrants, parce qu'on a constaté qu'il y avait 78% qui mettaient les valeurs de l'islam au-dessus des valeurs de la République. Et ça a fait un tollé terrible dans les milieux intellectuels français, alors que j'ai trouvé ça d'une débilité épouvantable de faire une enquête sur ça. Parce qu'effectivement, la République française n'a pas de valeur. Et quand j'ai dit ça à l'animateur, il a failli succomber en coma. J'ai dit, la société, elle n'a pas de valeur. Les valeurs sont dans les communautés. La République française a des principes. Elle m'a cité la liberté, l'égalité, la fraternité, ce n'est pas des valeurs. C'est des principes sur lesquels il ne faut pas de concession. Il ne faut pas confondre les valeurs qui sont transgénérationnelles et qui sont immuables par rapport à des principes qui se modifient en fonction de l'évolution de la loi, de la société et de la diversité de ses composantes. Ces confusions, effectivement, entre les valeurs et les principes, entre les lois et les règles, ça fait effectivement qu'on est parfois amené à légiférer avec une impulsivité qui, au lieu d'apporter des solutions, ajoute encore en fait des problèmes. C'est une chose. D'autre chose, toutes les personnes qui viennent d'ailleurs, en fait, les confusions que se trouvent dans une société en évolution, elles ne sont pas solvables que grâce à la migration. C'est la seule solution. Pour sortir de la confusion, la seule solution, c'est d'accueillir des migrants. Et un migrant, ce n'est pas un exilé. Il ne faut pas confondre la migration et l'exil. L'exil, ce n'est pas une migration. L'exil, c'est un arrachement à la terre natale pour des questions que Ferjani avait évoquées tout à l'heure, persécution, épuration ethnique, conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet migratoire. Et pour chaque migration, on a décelé 9 bénéfices de la migration. 3 bénéfices pour le migrant, 3 bénéfices pour le pays d'accueil, 3 bénéfices pour le pays d'origine par ricochet. Autrement dit, de la migration, tout le monde est bénéficiaire, et tout le monde progresse et tout le monde en fait, apprend davantage sur soi et sur l'autre. Et on accède à un peu plus d'humanité sur l'humain par la confrontation migratoire. Ce n'est pas le cas de l'exil, ce n'est pas le cas de l'itinérance. Ces petits jeunes, 13, 14, 15 ans, qui traversent la Méditerranée, parfois exposés à des affres et de la mort, pour venir en France, ce n'est pas des migrants, ce n'est pas des exilés, c'est des itinérants, des jeunes adolescents qui n'ont pas terminé en fait leur parcours. Et nous, en tant que soignants, effectivement, on doit parfaire nos dispositifs pour accueillir. C'est ce qu'il faut accueillir. Le migrant ne s'accueille pas de la même manière que l'exilé. L'exilé ne s'accueille pas de la même manière que l'itinérant. L'itinérant, pour ces personnes à Calais qui ont envie d'aller en Angleterre et en Suède et autres, elles ne sont pas des migrants en France. Pourquoi les appellent des migrants? Et on a pas mal de personnes qui font des thèses là-dessus. La seule chose qui permet de comprendre ces personnes qui restent 5-6 ans sous la neige, sous la pluie, en attendant une opportunité pour traverser la Manche ou aller ailleurs, c'est colossal comme force psychique. Comment elle peut supporter ça alors que nous, on a du mal à supporter le passage de la rive dans le métro, dans le froid. Donc, c'est des processus très importants et aucune société ne peut progresser et avancer s'il ne fait pas appel à des migrants. Peut-être pas d'exilés. Raison pour laquelle, dans ce mouvement que décrivait effectivement Ferjani tout à l'heure, depuis l'Antiquité, ces mouvements font effectivement que le monde il est fomenté par ces déplacements qui créent de la créativité, de la richesse de part et d'autre, et ça donne du sens justement à la vie. La vie ne se limite pas effectivement à des lois qu'on décrète en fonction de ce qui lui arrive ou de ce qui reste ici. Reste effectivement cette question des métissages, des questions de cette diversité. La diversité, ça s'accueille. Elle se gère toute seule. Mais dès qu'on cherche à gérer la diversité, ça fait des conflits épouvantables qui donnent des manifestations que Ferjani a évoquées, l'intégrisme de Ben Laden, l'intégrisme d'un tel ou un tel, ou les excès des nationalistes et autres, ça fait de la violence parce que chacun cherche à avoir
justement une majorité qui lui permet de s'assurer qu'il est toujours le dominant et qu'il a toujours le pouvoir, alors qu'effectivement, quand on a le pouvoir, on le fait bien. Mais c'est le plus dangereux, c'est l'illusion de disposer des pouvoirs qui est néfaste à l'être ensemble de l'humanité. Professeur Issam Idriss, c'est tout à fait passionnant sur cette question. Merci beaucoup. Vous avez soulevé cette confusion entre les valeurs et les principes qui est bien souvent à l'œuvre dans nos sociétés. Pour revenir, pour élargir un petit peu avec les propos du professeur Ferjani tout à l'heure, qui nous rappelait qu'en quelque sorte, si on élargit la perspective temporelle, on est presque tous un petit peu des migrants d'une manière ou d'une autre, si on prend la civilisation indo-européenne. Alors, on a parfois l'impression, si l'on réfléchit comme ça, que ces questions-là sont un petit peu futiles aujourd'hui, mais malgré tout, ces valeurs occidentales que l'on présente ici au Canada ou dans la vieille Europe, puisqu'on a une émission transatlantique aujourd'hui, est-ce qu'elles existent vraiment, ces valeurs occidentales? Est-ce qu'elles ne sont pas plutôt une construction intellectuelle? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de mouvant, justement, qui au contact des différentes cultures et des différentes migrations, se transforme? On parle toujours du Canada comme d'un pays multiculturel et d'un modèle réussi, une terre d'immigration. Est-ce que c'est vraiment le cas? Professeur Cornette. D'abord, quand on regarde, ne serait-ce que ma vie, née en 1950, et là, j'ai 71 ans, dans mon enfance, dans ma jeunesse, et même suite à mes études à l'université, l'idée des droits du mariage de deux personnes du même genre, du même sexe, était inconcevable, impensable. Et quand j'étais tout jeune, l'idée de légiférer, et d'ailleurs j'ai eu le plaisir de serrer la main du juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, le Earl Warren, qui m'a remis mon diplôme à l'Université de Californie à Berkeley, mais l'idée que ces droits à l'avortement, des droits acquis. Alors, je vois très bien l'évolution des droits, l'évolution de la loi, l'évolution, voire de la société. Et tant et aussi longtemps qu'on a cet esprit que la société est organique, qu'elle évolue, qu'elle progresse, qu'elle développe, mais ainsi va les droits et la législation. Donc, de rester figé. Évidemment, je vais inviter le professeur Aldaba, qui est spécialiste en droit. Mais voilà mon vécu de voir à quel point il y avait une évolution certaine, aussi bien dans les valeurs. Si dans mon enfance, quelqu'un épousait la valeur du mariage de deux personnes du même sexe ou épousait la valeur du droit de la femme à l'avortement, on l'aurait traité comme hérétique. Rien de moins. Professeur Aldaba, est-ce que ces valeurs occidentales sont aujourd'hui un concept dépassé? Valeurs occidentales, le terme est quand même ambigu. On peut bien être d'accord. En droit, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle valeur occidentale. De toute façon, ce n'est pas dans les textes, ce n'est pas dans les instruments internationaux, ce n'est pas dans la jurisprudence. Certaines doctrines, en fait, les auteurs, les intellectuels tentent de définir des valeurs occidentales pour dire, bon, c'est l'égalité, la démocratie et l'état de droit. C'est peut-être cette triptyque-là qui constitue en fait des valeurs occidentales. Mais encore, quand on dit ça, on n'a rien défini. Parce qu'il faut dire c'est quoi la démocratie, c'est quoi l'état de droit, c'est quoi l'égalité. Est-ce que l'égalité parfois est dans la différenciation aussi? Donc, ce n'est pas une égalité arithmétique ou une justice arithmétique, ça peut être une justice distributive. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont discutées et qui posent beaucoup de problèmes. En droit, il y a des principes. Notre collègue tout à l'heure, M. Idriss l'a évoqué, il y a des principes, il y a les devises de la République, par exemple en France,
liberté, égalité, fraternité. Donc, il faut un peu se garder de ces concepts, valeurs-là, qui est assez maniable et qu'on peut assaisonner sur toutes les sauces et dire la chose et son contraire. Donc, c'est certaines souplesses qui parfois peut être comme une arme à double tranchant. Qui me dérange en fait là-dedans. Parce que nous, les juristes, on aime bien les choses définies, les choses qu'on a une définition claire, nette. Il y a des critères d'application pour savoir est-ce que ça s'applique ici, est-ce que ça s'applique là, selon quelle manière. Donc, on se méfie parfois des concepts flous. Et donc, si à votre question de savoir si c'est dépassé, pour moi, en tant que juriste, je dirais oui. Oui. J'aimerais bien avoir des valeurs universelles, au parler d'universalisme, que de parler des valeurs occidentales qu'il est difficile de définir. D'ailleurs, quand on parle d'Occident, on parle de l'Amérique du Nord et de l'Europe continentale, l'Europe occidentale. C'est 20% de l'humanité. Voilà. Donc, on est assez loin d'avoir l'universalisme là, quand on pense à cette démocratie occidentale comme un modèle unique qu'on cherche à imposer, par exemple, aux autres. Alors qu'il y a d'autres modèles aussi de démocratie, qui n'est pas la démocratie occidentale au sens propre. L'Inde a son propre modèle de démocratie, qui n'est pas la démocratie qu'on voit en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, il faut reconnaître cette diversité, cette variété et pas chercher à imposer en fait un modèle qui soit unique, standardiser en fait le tout, parce que la société humaine est très diverse et le droit, les systèmes juridiques, ça doit être aussi le reflet de la vie dans toutes ces réalités désordonnées. Tout est désordonné, donc on peut pas, il n'y a pas de one size fits all. Donc, c'est difficile dans ce cas-là. J'aimerais juste dire quelques mots, je ne vais pas monopoliser la parole sur ce que disait le professeur Norman par rapport à cette dialectique majorité-minorité. Et lui, en fait, ce que j'ai entendu, il rêve peut-être de supprimer cela. Je pense que le jour où on arrive à supprimer cette dialectique, cette dichotomie majorité-minorité, on arrivera à l'égalité parfaite. Parce qu'il n'y a plus de distinction finalement et tout le monde sera traité de la même manière. Mais pour l'instant, cette distinction demeure et en droit, c'est reconnu. Parce que quand on parle de démocratie, c'est quoi la démocratie? Si je prends définition courante, gouvernement par le peuple et pour le peuple, ben, c'est la majorité qui s'exprime, c'est-à-dire c'est la représentation les représentants de peuples qui vont donc s'exprimer majoritairement pour tel ou tel choix. Mais est-ce que cette expression on doit toujours faire prévaloir cette opinion de la majorité? Si on fait toujours prévaloir cette opinion majoritaire qui s'exprime à travers soit un référendum, soit les représentants, les députés, le Parlement, on peut entériner ce que la Cour suprême de Canada appelle la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, c'est-à-dire on peut faire des choix qui vont à l'encontre des intérêts des minorités et dire, voilà, c'est la démocratie, on est majoritaire, on peut tout faire. C'est pour ça les droits des minorités existent, c'est pour ça les droits fondamentaux existent. Si vous faites un référendum aujourd'hui, comme ça s'était passé en Suisse pour interdire la construction des mosquées, des minarets, etc., il y a une forte chance que ça passe. Et plus que 50%. Un référendum, il n'y a pas plus que démocratique que ça. Vous consultez le peuple, et vous entérinez le choix du peuple. Donc, si le peuple a dit, bon, on va arrêter l'immigration ou on va interdire l'immigration musulmane, on va interdire la construction des mosquées, des synagogues, etc., il y a une forte chance que ça peut passer, surtout s'il y a une propagande derrière, il y a des gens qui travaillent pour ça. Et donc, est-ce que pour autant, on doit entériner en fait ce choix en disant que c'est un choix de la majorité, c'est la démocratie qui veut ça? Ben, bien sûr que non, il y a des garde-fous là-dedans. Et le droit pose en fait des limites pour ne pas tomber dans cette tyrannie de la majorité.
Et vous soulevez un point très important. D'abord, le peuple. Alors, voici un enjeu principal dans la réalité canadienne, surtout le dialogue entre le Québec et le reste du Canada. Qui est le peuple? Comment définir le peuple? Et quand on parle de droits, est-ce que chaque communauté a des droits? Or, quand on parle des communautés des Premières Nations, la communauté Cri, la communauté Atikamekw, et puis là, on parle de la communauté musulmane, on parle de la communauté juive, et ainsi de suite. Or, comment faire la part des choses entre les droits collectifs et l'ensemble? Y a-t-il des droits collectifs garantis, protégés à Toronto, en Ontario, au Canada? Je me souviens très bien de Trudeau, père, Premier ministre, qui, pour lui, un avocat, n'est-ce pas, la pierre de touche des droits n'est pas une collectivité quelconque. La pierre de touche, c'est l'individu. C'est les lois jaillissent des droits de l'individu. Est-ce que les communautés immigrantes, religieuses et autres, est-ce que ces communautés ont des droits? Professeur Cherif Ferjani, vous vouliez peut-être intervenir et je pense répondre au professeur Al-Dabbagh. Voilà, moi je pense qu'il y a quelques questions sur lesquelles il faut insister. D'abord, rien n'est immuable, ni les religions, ni les valeurs, ni même les principes, le contenu de la liberté, il évolue, le contenu de l'égalité, il évolue. Donc, rien n'est immuable, tout évolue en fonction du besoin des êtres humains et de concilier ce qu'ils croient avec ce qu'ils vivent. Ça, c'est fondamental, c'est ça le fondamental. Donc, quelque chose qui n'évolue plus, c'est quelque chose qui est mort. Les religions qui n'évoluent plus, ce sont les religions qui ont disparu. Les cultures qui n'évoluent plus, ce sont les cultures qui ont disparu. Donc, pour moi, peu importe, est-ce qu'il faut distinguer valeurs et principes ou non, je pense qu'il faut d'abord mettre dans l'idée que rien n'est immuable. Et ça, c'est fondamental. La question de la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est la volonté de la majorité seulement? La démocratie, on oublie souvent, c'est la majorité de citoyens libres et égaux. S'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas d'égalité, je ne vois vraiment pas pourquoi moi, minoritaire, j'accepterai la volonté de la majorité qui nuit mon droit à l'existence. Si la majorité de la cité dans laquelle je vis veut m'exécuter, pourquoi voulez-vous que j'obéisse? Je n'accepte la volonté de la majorité que ce qu'elle respecte mes droits fondamentaux. Là, je me plie. Il me respecte mes droits fondamentaux. Il est majoritaire. C'est à lui de diriger dans le respect des droits fondamentaux et les droits fondamentaux de l'individu. Et c'est pour cela que le droit à la différence dans l'absolu, les communautés peuvent être… Non, c'est pas… La communauté, si la communauté, au nom de son droit à la diversité, le droit à la différence de la communauté, elle veut nier au sein de la communauté les droits individuels, les droits humains, eh bien, il n'y a aucune raison, on ne l'accepte pas. C'est un garde-fou. Et pour la majorité, mais aussi pour les communautés. Les communautés qui ne respectent pas les droits humains, les droits fondamentaux humains, eh bien, c'est leur problème. On n'a pas à l'admettre. On n'a pas à admettre la discrimination entre hommes et femmes, entre homosexuels et non homosexuels, au nom de ce que les communautés présentent comme leur valeur culturelle. Je reviens à la règle de droit dont parlait le professeur Harf Dabbagh. La règle de droit,
Elle est universelle ou elle n'est pas une règle de droit. Elle est la même pour tous ou ce n'est pas une règle. Si elle exclut, ce n'est plus une règle de droit. Et ça, c'est fondamental. Mais l'universel, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, vers lequel il n'est jamais donné. L'universel n'est pas donné. Et c'est là l'erreur de certaines cultures, de certaines civilisations, de certains pays, c'est de considérer que leurs valeurs à elles sont universelles, et ce qui ne rentre pas dedans et n'est pas universel, il est exclu. C'est là, l'universel, nous le construisons ensemble. Je termine sur la question du peuple. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, au nom du peuple, pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est quoi le peuple? Victor Hugo disait, Dieu et le peuple, on a toujours parlé en leur nom. On ne les a jamais entendus. Donc, le peuple est une construction. Et chacun a son idée du peuple. Le peuple de Marine Le Pen ou de Zemmour n'est pas le peuple de Mélenchon, n'est pas le peuple de quelqu'un qui défend les droits humains et les libertés. Chacun il a sa conception du peuple. Arrêtons de parler au nom du peuple. Quand on dit le peuple, c'est qu'on est dans le mensonge, on est dans la mystification. Quand on dit Dieu, on est dans le mensonge. Et quand on parle au nom de Dieu et au nom du peuple, on est dans la mystification. Arrêtons, essayons de construire ensemble la vertu de la dialogie que prône le professeur Normand Cornette, c'est qu'en dehors du dialogue entre citoyens égaux et libres, entre humains égaux et libres, rien ne doit s'imposer. C'est par le dialogue qu'on construit ensemble quelque chose qui nous réunit et qui nous permet de vivre ensemble. Et on revient à la question de la société, la volonté de vivre ensemble. On ne peut vivre ensemble que ce sur quoi on est gouverné, on le construit ensemble. Et après, il y aura des minorités et des majorités, mais qui ne nient pas le principe de l'égalité et de la liberté. Professeur Cherif Ferjani, j'apprécie beaucoup vos paroles. Un beau pied de nez à tous les populismes de tous bords qui malheureusement pullulent en ce moment autour de la planète. Nathalie Salmeron, tes questions maintenant pour nos invités, s'il te plaît. Oui, alors moi j'avais une question parce qu'on parlait quand même d'islam à la base. On est actuellement en plein mois de Ramadan qui touche bientôt à sa fin. On est, nous ici au Canada, à Toronto, vous pour certains d'entre vous en France. Cet islam est vu de façon totalement différente au Canada et en France. Pourtant, ce sont deux pays qui prônent justement ces valeurs occidentales, les valeurs de la démocratie. Comment vous expliquez que dans deux pays dits riches d'un point de vue financier et culturel, on aborde de façon totalement différente ce mois de Ramadan et l'islam de façon générale? Je me rappelle qu'en début de Ramadan, il me semble que Justin Trudeau avait salué et encouragé la communauté musulmane à passer un bon mois de Ramadan, chose qui n'est jamais arrivée par exemple en France. Moi, j'ai immigré ici et je trouve qu'on accepte beaucoup plus facilement l'étranger de façon générale et la différence des autres dans un pays comme le Canada, qui est pourtant plus jeune qu'un pays comme la France, qui a vu des flux migratoires beaucoup plus importants au fur et à mesure des années. Qu'est-ce que vous pensez de ces différences? Mais je vous dirais dans un premier temps, la différence entre un pays jeune et un pays avec des siècles d'histoire en est une des réponses. Le Canada est toujours en devenir. Merci, professeur Cornette. Alors, professeur Aldaba, vous aviez également levé la main pour répondre à cette question sur les différences d'approche de l'islam entre le Canada et d'autres pays. Oui, pardon. Je ne dirais pas par rapport juste à l'islam. C'est une différence par rapport à l'approche religion-État.
comment cette relation entre l'État et les religions en général, parce que le Premier ministre, par exemple, il peut souhaiter aux musulmans un bon ramadan, mais s'il y a une fête pour les hindous ou les sikhs ou les chrétiens, je pense, ou n'importe, il va aussi adresser ses vœux en fait pour les membres de ces communautés. Donc, ça dépend comment l'État est constitué. Est-ce que l'État, selon la conception française, État-nation, État-nation, c'est-à-dire le peuple est seul et indivisible et on ne doit pas mettre l'accent sur les particularités individuelles ou les particularités culturelles de certains groupes. Et donc, on va en quelque sorte, entre guillemets, nier l'existence de différentes communautés, en fait, même si à l'évidence, ils existent, mais il n'y a pas de reconnaissance officielle. C'est pour ça que la France a fait une réserve, en fait, a émis en fait des réserves au pacte international sur les droits civils et politiques par rapport aux droits collectifs, justement, par rapport aux droits collectifs des minorités d'instruire des minorités ethniques ou culturelles ou religieuses d'instruire leurs membres ou leurs enfants selon les principes en fait les préceptes de leur propre appartenance. Et donc, c'est cette conception-là de nation seule et indivisible qui fait en sorte que on va ignorer l'existence de ces membres-là. Or, ici, au Canada, on n'est pas dans le même concept. C'est plus en fait le multiculturalisme ou l'interculturalisme selon la conception québécoise. Et donc, il y a cette reconnaissance de l'existence au Canada de l'existence de ces communautés en fait culturelles et c'est une reconnaissance qui se traduit en fait par le fait que les politiciens, le législateur prend en considération ces particularités aussi. Il peut en fait s'adresser à ces communautés de temps à autre pour certains faits qui leur concernent. J'avais en fait aussi, par rapport ce que c'est, juste pour répondre au professeur Cornett par rapport à la question de est-ce que les droits sont collectifs ou sont individuels? Ben, généralement, il y a les deux. Ben, ça dépend aussi. Si je prends la liberté de religion, par exemple, l'article 18 que j'ai devant moi là de pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, la liberté de religion, c'est d'abord une liberté individuelle. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'avoir ou d'adopter une religion, une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion individuellement ou en commun. Donc, en commun, ça renvoie à la dimension collective, d'être dans une communauté religieuse, en public et en privé. Donc, l'exercice de culte, l'exercice de pratique et même l'enseignement aussi. Et donc, les deux existent, mais il faut partir toujours de l'individuel parce que c'est un choix de l'individu un choix intime en fait, en quelque sorte, ce qu'il considère comme étant sa relation avec l'être sacré ou la divinité ou une force transcendante, etc. Mais alors, je vais donner la parole au professeur Ferjani, oui, professeur Cornett, juste après. D'accord. Ferjani a levé la main, juste en embrayant sur ces questions, puisqu'on a la chance d'avoir cette émission transatlantique et de pouvoir comparer deux pays ou plusieurs pays. En tout cas, on présente souvent le Canada comme un modèle réussi, en tout cas, de tolérance, de pacifisme au niveau de ce multiculturalisme, ce vivre ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cas, que c'est réel? Pourquoi est-ce que le modèle fonctionnerait mieux au Canada? Pourquoi est-ce qu'il y aurait moins de tensions que dans la vieille France ou dans d'autres pays, professeur Ferjani? Alors,
D'abord, je vais répondre à la question de Nathalie sur les différentes manières de vivre le Ramadan. Ces différentes manières de vivre le Ramadan aussi à l'intérieur des pays musulmans, d'un pays musulman à l'autre. Et à l'intérieur d'un même pays musulman, on les vit différemment. Et heureusement, cela veut dire qu'on va vers une réelle liberté religieuse. Il n'y a pas quelque chose qui s'impose de façon monolithique à tout le monde. Les différences de traitement en France, le Canada ou d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que la France et le Canada dans le monde, les modèles de gestion de la diversité culturelle et religieuse se posent dans tous les pays, se sont toujours posés. Avant, je reviens dans les pays sud européens, on avait le principe que jus regio et jus religio. Un prince, une religion. Vous adoptez la religion de prince. Si vous n'adoptez pas la religion du prince, vous avez 3 choix. Soit vous convertir à la religion du prince, soit partir là où il y a un prince qui a votre religion, soit périr. Il n'y a pas d'autre choix. Ou alors on vit en minorité, discriminé, un peu vivant de façon cachée sa religiosité. C'est ça la gestion. La démocratie, c'est précisément on ne refuse ces discriminations. La gestion, elle est générale. Seulement, cette gestion, elle est aussi elle-même le produit de construction historique, d'héritage. Je viens de donner des pays qui partent du principe que jus regio latin et que jus regio et jus religio. D'autres, non. On accepte la tolérance, hein, entre guillemets. On tolère. Mais celui qui tolère peut ne pas tolérer. Hein, on sait très bien. C'est les majoritaires qui tolèrent les minoritaires. Et ce que la démocratie, il y a eu des constructions aussi liées. La France a un passif. C'était un empire musulman. Il y avait des musulmans dans l'empire qui étaient discriminés. C'était des indigènes qui ne pouvaient pas aspirer aux droits universels de la République, alors que l'Algérie faisait partie d'un département de la France. Les Algériens étaient exclus des droits universels du citoyen. Il y avait des Algériens, des oulémas algériens qui ont demandé qu'on leur applique la laïcité. L'association des oulémas d'Algérie demandait dans les années 40 qu'on leur applique la laïcité. Ah non, 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 on vous respecte les droits. L'indigène, on le respecte, on ne vous impose pas quelque chose qui est contraire à vos valeurs. L'hypocrisie du colonialisme, hein, au nom du respect, on exclut. Donc vous voyez, la Grande-Bretagne a une autre tradition. Il est très important de dire, il n'y a pas un modèle idéal. Ces modèles ont été des constructions qui datent du 19e siècle, début du 20e siècle. Les conditions ont changé. De la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Canada lui-même ont changé. Le Canada a été une immigration essentiellement chrétienne, européenne. Hein? Et les exclus, c'était les locaux, les autochtones qui étaient les exclus. Et donc, on n'a pas la même approche par rapport à l'immigration et à ceux qui arrivent que dans des pays où ceux qui viennent restent toujours minoritaires par rapport à ceux qui sont les autochtones. Donc, tout cela est à prendre en compte. Tout le monde est conscient qu'il y a des problèmes. On est à la recherche de sortir de la crise des modèles construits au 19e siècle et au 20e siècle. Et moi, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Allemagne, et chaque fois, faites attention, ne faites pas comme nous. Parce que c'est un grave problème. Donc, c'est ça qu'il faut, il faut tenir compte de l'histoire, du parcours, de la genèse des modèles de gestion de la diversité démocratique. Et c'est là qu'il leur pose problème. Parce que si c'était autocratique, si c'était totalitaire, il n'y a pas de problème. L'État décide, le prince, le gouvernant décide ce qu'il veut. Et il gère comme il veut.
dans la démocratie, le gouvernant ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est renvoyé, il y a l'état de droit, il est renvoyé aux droits humains, il est aux règles de droit, et il y a cette dialectique de la majorité et de la minorité. Tout cela fait que la gestion démocratique, elle est plus difficile, mais elle est meilleure. Avec tous les problèmes qu'elle a, je préfère la gestion de la diversité à la française, à la canadienne, à l'allemande, à l'anglaise, qu'à la gestion de la diversité à la Poutine, à la Modi en Inde, qu'on donne comme la plus grande démocratie du monde. Regardez ce que fait Modi des minorités non hindouistes aujourd'hui en Inde, ou à la Khomeini, à la Khamenei, aujourd'hui Khomeini est mort, ou à la Sisi en Égypte. C'est pas ça la gestion démocratique. Nous allons vers la gestion démocratique. On construit ensemble une gestion démocratique de la diversité. Et là, je tiens à souligner, je disais tout à l'heure, le Canada est un pays en devenir, mais la démocratie est toujours en chantier. Et en parlant d'une approche comparative, la France, les États-Unis et le Canada, on peut apprendre de l'histoire. Et je souligne là la pensée d'Alexis de Tocqueville. La démocratie en Amérique, lui qui faisait une étude comparative entre la France et les États-Unis et qui plus est allé au Canada, dans ce qu'on appelait le Bas-Canada, pour connaître la réalité francophone dans le contexte de l'Empire britannique. Donc, c'est très, très intéressant de voir cette approche qui fait des comparaisons. Mais il y a autre chose dans ce débat d'idées. On parle, le professeur Aldaba parlait de cette distinction. En fait, c'est une démarcation dans beaucoup des religions. Et pourquoi est-ce qu'on conteste Modi en Inde? C'est parce qu'il est un nationaliste hindou, donc qui a effacé les barrières entre la religion hindoue et l'État de l'Inde et la politique en Inde. Mais l'instant qu'on parle de religion, bien souvent, on va parler du profane et du sacré, du temporel et du spirituel. Or, je crois, et ça c'est un premier principe dans les religions abrahamiques monothéistes, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam. Mais je crois qu'il faut reconnaître, et c'est très intéressant, oui ou non, monsieur, dame, c'est là où j'ai beaucoup appris du mouvement féministe, parce que pendant longtemps, on faisait la part entre la vie privée et la vie publique. Et que disait Trudeau père en parlant des lois sur le sexe et les pratiques sexuelles? L'État n'a pas sa place dans la chambre à coucher au Canada. Mais aux yeux de plusieurs, faire une dichotomie entre profane et sacré, dichotomie entre temporel et spirituel, aux yeux dans plusieurs mentalités religieuses, et on parle d'un premier principe comme en philosophie, il s'agit d'une fausse dichotomie. L'instant que la femme était protégée dans l'espace public, mais non pas dans l'intimité de sa vie privée, eh bien, les femmes en souffraient. Il fallait faire, que disent dans le mouvement féministe, c'est un premier principe, ce qui est privé est public. Je lance ce défi à nos invités. Pour conclure, alors, est-ce qu'on fait un petit tour de table peut-être pour rebondir sur ces propos et ces sages paroles du professeur Cornette, avec un petit rappel historique également en passant par Alexis de Tocqueville. Merci à toutes et à tous d'avoir été nos invités aujourd'hui pour cette émission Droit de réponse 105.1 sur ce thème de l'immigration, l'islam
et plus généralement les religions d'ailleurs, hein, face aux valeurs occidentales, avec cette question de pertinence de ce concept d'ailleurs. On a parlé d'immigration au Canada, le Canada, terre d'accueil, avec un point d'interrogation, parce que, bien entendu, au Canada comme en France, les tensions sont bel et bien présentes, tensions sociales, mais je pense qu'on a ensemble abordé de nombreux points pour apprendre à mieux vivre ensemble, en tout cas des axes de réflexion. Est-ce que chacun d'entre vous veut dire un mot de la fin? Et je propose de commencer par professeur Issa Idriss, que l'on n'a pas entendu depuis quelques temps. Seulement, je pense que c'est une question pas une règle commune, mais une langue commune. Et en fait, il y a toujours des confusions. Les Occidentaux, généralement, ne distinguent pas entre la confession et la religion. Et donc, effectivement, ils pensent qu'au catholique, c'est une religion, alors que ce n'en est pas une. Protestante non plus, orthodoxes encore moins, et après, témoins de Jéhovah, tous les nouvelles églises. Là, cette confusion entre les confessions avec les religions, où chaque confession cherche à être une religion, c'est aussi l'origine de la quête du pouvoir. Via l'islam, effectivement, dernier arrivé, comme une religion. Effectivement, dans l'islam, il n'y a pas de confession. Et le fait de dire chiites et sunnites, ce n'est pas des confessions. Effectivement, c'est des mentions autrement que Ferjani connaît très bien. Mais la confession, les confessions à travers lesquelles il y a eu la guerre, ce qu'on appelait faussement dans l'histoire la guerre des religions en Occident, il n'y a pas eu de guerre des religions. Il y a eu des guerres des confessions pour le pouvoir. Et la laïcité, où l'État a émergé justement pour soustraire de ces conflits entre les confessions qui cherchaient le pouvoir. Et à partir des moments où on a effectivement cette confusion entre religion, confession et parfois spiritualité et d'autres dimensions, on risque effectivement de ne pas permettre justement une bonne gestion, comme disait Ferjani, de la diversité, avec tous ces risques qu'on appelle, nous, dans notre dispositif, des risques transculturels. Et l'État moderne doit absolument, pour réussir ce défi, assumer le risque transculturel avec l'autre, d'où qu'il vienne. Sinon, cet autre risque d'assumer ce risque transculturel tout seul, mais contre lui-même et contre l'État et contre les concitoyens. C'est ce qu'on a observé dans les différentes manifestations des violences ces derniers temps à Paris et ailleurs. C'est pour ça que le défi n'est pas seulement individuel, il est collectif, il est intellectuel, il est aussi linguistique, il est aussi… parce que nous, on accueille les personnes en dernier lieu, c'est les soins psychiatriques. Lorsque la chose devient folle, lorsque ça devient dingue. C'est là, effectivement, on essaie de reconstruire le bon sens à partir de là où il y a peu de sens pour l'individu quand il est gravement atteint dans nos hôpitaux psychiatriques et dans nos dispositifs de soins psychologiques. Merci, professeur Idriss. Professeur Al-Dabbagh, vous voulez rajouter un mot? Oui, juste quelques mots là pour aller aussi dans le sens de professeur Idriss. C'est que le terme laïcité, c'est quand même un concept en fait spécifique aux sociétés occidentales. Il est né là-dedans. Il n'a même pas son correspondant ou son synonyme en arabe à l'origine. Après, on a arabisé le terme pour trouver un almaniya ou laïkiya, d'autres termes, mais ça reste quand même occidental parce qu'à l'origine, c'est le conflit, la lutte entre l'autorité, le temporel et le spirituel, entre l'autorité religieuse, l'Église et l'autorité politique. Et c'est justement là-dedans, dans cette lutte-là, où on a pensé à séparer finalement, à la séparation entre l'Église et l'État, ou les Églises et l'État. Donc, si on traduit ça par rapport à l'islam, est-ce que ça pourrait s'appliquer? Dans l'islam, il faut savoir, du moins l'islam, au moins dans l'islam majoritaire, sunnite, il n'y a pas d'autorité religieuse, il n'y a pas de magistère spirituel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas de quelque chose, une autorité qui ressemble au pape. Et donc, si on cherche à séparer les deux autorités, finalement, on sépare le politique de néant.
Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut se garder parfois, appliquer des principes qui ne sont pas vraiment pareils partout parce que la société humaine, les compréhensions, les cultures sont diverses et un besoin qui se manifeste dans un pays peut ne pas se manifester dans un autre parce que le problème n'existe pas. Professeur Ferjani, pour terminer, à vous. Le micro. Avec votre micro, s'il vous plaît, professeur. Le micro. Je vais relativiser ce que vient de dire mon collègue Harith Dabbar, en ce sens où les problèmes sont les mêmes dans toutes les sociétés à partir du moment où le politique instrumentalise, parce que l'origine, ce n'est pas le religieux qui impose son autorité aux politiques. Dans toutes les sociétés, c'est le politique. Les pharaons se sont proclamés dieux. Après, il y a eu les demi-dieux. Après, il y a eu les monarchies de droit divin. C'est inscrire dans le sacré les fondements de l'autorité et de l'ordre sur lequel l'autorité est garante. Ça, c'est universel. Les califes faisaient cela. Et le problème, pour le musulman, comme pour le chrétien, comme pour le juif, comme pour l'athée, parce que la laïcité, ça se pose dans les régimes qui n'ont pas respecté la liberté de conscience en imposant l'athéisme d'État. Staline transforme les lieux de culte en musées de l'athéisme. Et quand l'armée rouge est en difficulté face à l'armée nazie, il convoque les autorités religieuses de toutes les religions pour remonter le moral des troupes. Quand ça l'arrange, il les transforme en musée de l'athéisme, et quand ça ne l'arrange plus, il les convoque pour remonter le moral des troupes. C'est cette instrumentalisation du religieux qui est à la base de la nécessité, de la volonté de séparer le politique et le religieux. J'ai discuté avec des théologiens musulmans, des muftis, quand je leur ai parlé de la situation de l'islam en France, ils m'ont dit « Ah, si les gouvernants musulmans ont eu la sagesse d'adopter une telle législation. » Je lui dis pourquoi. Il m'a dit « Regardez tous les crimes qui sont commis au nom de l'islam, toutes ces profanations de l'islam au nom de la politique. S'il y avait une séparation, il n'y aurait pas cela. » Je crois que la question de la laïcité ne doit pas s'opposer par rapport à l'existence ou la non-existence d'une double autorité. Elle doit s'opposer par rapport à cette instrumentalisation du sacré des gens pour servir des intérêts qui n'ont rien à voir avec le sacré. Et le commun des croyants le vit comme une profanation. Ici, à Lyon, moi j'ai vu des musulmans qui refusent d'aller prier dans des mosquées, qui prient dans les prieurés collectifs des gares. Je lui dis, mais pourquoi? Je lui dis, il m'a dit, mais ça devient des champs de bataille entre les partisans du fils et les partisans du pouvoir algérien, les partisans de Nahda et les partisans du... Moi, je ne veux pas, je veux faire ma prière tranquillement. Ici, personne ne vient me casser les pieds avec un prêche politique, hein, et m'empêcher de faire ma prière comme je l'entends moi-même. C'est ça à quoi aspire. Et ça, c'est humain, c'est universel. Et si on formule la question de la laïcité en ces termes, que chaque chose soit à sa place, que le politique assume ses responsabilités sans se cacher derrière la religion, sans se faire passer sa volonté pour la volonté de Dieu, eh bien, vous allez voir beaucoup de musulmans vont réclamer la laïcité si elle est expliquée ainsi. Merci infiniment. À dire, mais il faut arrêter à un certain moment. Oui, en effet, c'est un très vaste sujet. On a énormément de thèmes que l'on a pu aborder, mais il y en aura certainement d'autres. Vous avez été des invités formidables et très éloquents. Je vais laisser le mot de la fin cette fois vraiment au professeur Cornette qui nous a fait le plaisir de tous vous rassembler aujourd'hui. Professeur. Mais dans un premier temps, quand on regarde les écritures hébraïques que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, ou qu'on regarde les écritures chrétiennes qu'on appelle le Nouveau Testament, il y a une thématique qui revient à maintes et maintes reprises. On parle du pèlerinage terrestre. Or, j'estime que l'immigration, le
pèlerinage terrestre, l'immigration fait partie intégrante de la condition humaine. Et qui plus est, et ça je le dois à mes collègues des Premières Nations au Canada, on parle souvent d'une quête spirituelle au Canada parmi les Atikamekw et d'autres. Et je crois, quand on regarde l'immigration comme les Premières Nations du Canada, comme une quête spirituelle, elle est combien positive. Et là encore, l'immigration peut être une expérience profondément spirituelle. Mais aussi, il y a la réalité des pays occidentaux, puisqu'on parle tellement des valeurs occidentales. Voici la réalité. Que ce soit la France, que ce soit le Canada, il n'y a pas d'avenir sans l'immigration. On est des populations vieillissantes avec des taux de natalité si bas qu'on ne sait pas qui va s'occuper de ceux et celles qui sont au Canada actuellement si on ne favorise pas l'immigration. Elle est une réalité démographique incontournable. Faisons face à la réalité de l'immigration comme l'avenir du Canada, comme l'avenir des pays occidentaux, que ce soit la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Merci à vous, professeur Norman Cornette, sur les ondes de Choc FM 105.1 dans l'émission Droit de réponse 105.1. Merci à tous nos participantes et participants. Cette initiative était rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt sur les ondes de Choc FM.